Vous avez sûrement déjà entendu parler de la théorie comme quoi tous les films Pixar se dérouleraient dans le même univers mais à des époques différentes. Fascinant, n'est-ce pas? Bon, des théories comme celle-là c'est sympa, mais aujourd'hui, on est le 31 octobre. On n'est pas là pour se raconter des petites histoires tranquilles qui font sourire. Vous êtes sur la chaîne de CEO et aujourd'hui pour Halloween, je vous ai déniché les théories les plus flippantes sur les films Pixar. Bon, des vidéos théories, il en existe beaucoup et j'ai pas envie de faire comme les autres. Ici, vous allez en même temps jouer à un petit jeu. Dans cette vidéo, je vais vous présenter deux théories créées par les fans, mais aussi une théorie que j'aurais moi-même concoctée, et aussi une théorie générée par IA, ce bon gros ChatGPT. L'idée c'est que vous essayez de deviner au cours de la vidéo quelle théorie a été créée par qui. Évidemment, je ne vous dis pas dans quel ordre chaque théorie va arriver, et je les ai toutes un peu réécrites à ma sauce pour que ça ne soit pas trop facile. Allez, bonne chance. Notre première théorie flippante concerne Toy Story et je peux vous dire qu'elle est très crédible. Pour les deux du fond qui n'ont jamais vu ces films, dans l'univers de Toy Story, les jouets prennent vie quand ils ne sont pas en présence des humains. Par contre, quand un humain arrive, les jouets restent inanimés, même s'ils sont en réalité toujours bien vivants. Maintenant, quand on y réfléchit, un jouet ça s'abîme un peu avec le temps, mais ça ne vieillit pas. Donc techniquement, les jouets sont immortels. Si pour certains ça peut faire envie, il faut se rappeler que là on parle d'une immortalité enfermée dans la vie d'un jouet pour enfants. Si c'est peut-être amusant de se faire trimballer à droite à gauche pendant quelques années, je pense qu'au bout de 10 ans, 50 ans, 100 ans, ça peut commencer à faire long. Surtout que la majorité de la vie d'un jouet finalement c'est juste d'être abandonné dans un coin à prendre la poussière. Bon et là vous pouvez me dire qu'un jouet c'est pas réellement immortel, ça peut finir par se détruire complètement avec le temps et l'usure. Mais avec cette théorie on peut aller encore plus loin dans l'horreur. On le voit dans les films, même quand ils sont cassés en plusieurs morceaux, les jouets ne meurent pas pour autant. Faut dire qu'ils n'ont pas vraiment d'organes vitaux. Et justement, en se disant que les jouets sont vivants sans même avoir besoin d'organes, on peut en déduire que pour vivre, ils n'ont besoin de rien d'autre que leur conscience. Leur âme, si vous préférez. Et ça implique quelque chose de terrifiant. Si leur âme n'est pas maintenue éveillée par des organes, leur corps n'est donc qu'une enveloppe, un véhicule temporaire. Donc si le corps d'un jouet venait à disparaître complètement, par exemple en se faisant incinérer, on pourrait imaginer que l'âme du jouet, elle, ne disparaîtrait pas. Ça ne serait plus qu'une âme errante condamnée à sentir la souffrance que son corps a subie dans ses derniers instants, et ce pour l'éternité. Vers l'infini et au-delà. Allez, on passe à la deuxième théorie flippante de cette vidéo et elle concerne Ratatouille. Dans ce film, on découvre Alfredo Linguini, un commis dans un restaurant qui est affreusement nul en tant que cuisinier. Mais grâce à Rémi, un rat qui le dirige en tirant ses cheveux, Linguini est capable de faire des merveilles en cuisine. Mais quand on y pense, c'est quand même étrange cette histoire de faire des gestes très précis en étant contrôlé juste par un rat qui tire des mèches par-ci par-là. C'est un peu tiré par les cheveux si vous me permettez l'expression. Non, franchement c'est assez peu crédible, moins crédible en tout cas que notre deuxième théorie qui suggère que Rémi n'a jamais existé et que Linguini serait en fait un schizophrène. C'est-à-dire qu'il aurait un trouble dissociatif de l'identité qui l'amènerait à avoir deux personnalités complètement différentes. Une première, celle qu'on suit dans le film, un Linguini maladroit, mauvais en cuisine mais gentil et attachant à sa manière, et la deuxième que le film nous laisse entrevoir subtilement, un Linguini qui excelle en cuisine mais qui gère peut-être moins dans ses interactions sociales. Oui, car si on suit cette théorie, Rémi est en fait l'incarnation de la deuxième personnalité de Linguini, comme une sorte de petite voix dans sa tête. Et ainsi on peut réinterpréter plusieurs scènes d'une autre manière. Celle où Linguini saute dans la scène pour sauver Rémi, c'est juste que le jeune homme comprend qu'il va devoir laisser s'exprimer son autre lui s'il veut un jour connaître le succès. Pour la scène où Linguini révèle l'existence de Rémi à ses collègues, il faut donc s'imaginer qu'il a laissé s'exprimer son trouble mental devant les autres. Il leur a montré son deuxième lui, un Linguini radicalement opposé. Ainsi, c'est d'autant plus logique que tous les cuisiniers s'enfuient du resto après avoir été témoins de sa folie. Enfin, s'il n'y a jamais eu de rat pour aider Linguini en cuisine, ça veut donc dire qu'il a lui-même utilisé son autre personnalité pour agresser et ligoter deux hommes avant de les enfermer dans le garde-manger. Vous trouvez que cette théorie va trop loin, mais rappelez-vous que Linguini est en réalité le fils de Gusto. Ça ne serait donc pas si étonnant qu'il ait hérité de certaines aptitudes et intuitions à bien savoir cuisiner. Je ne suis pas fou alors. On passe déjà à l'avant-dernière théorie flippante et celle-ci concerne les indestructibles. Ce film nous présente un univers peuplé de super-héros. Malheureusement pour eux, les dommages collatéraux qui arrivent lors de leur mission conduisent le gouvernement à bannir les super-héros, les obligeant à retourner à une vie normale. Et si cette décision du gouvernement cachait en fait quelque chose de bien plus sombre? Dans Les Indestructibles, une question à laquelle on n'a jamais vraiment de réponse, c'est comment les super-héros sont apparus sur Terre? Et si ces super-héros étaient en fait le fruit d'un programme militaire? Un programme qui consisterait à modifier génétiquement des êtres humains afin d'en faire des armes vivantes capables de repousser des menaces
mondiale. Si on garde ça en tête et qu'on revient maintenant sur l'interdiction des super-héros dans la société, l'histoire prend un nouveau sens. On peut se dire qu'après avoir été témoin d'effets secondaires indésirables sur leurs cobayes, le gouvernement a décidé d'arrêter complètement le programme avant que ça ne prenne des proportions trop grandes, avant que la dégradation inévitable des super-héros n'apparaisse au grand public. Mais hélas, si tous les super-héros sont en réalité des expériences humaines ratées, le mal est déjà fait, et tous ces humains transformés sont voués à un futur qui fait froid dans le dos. Il ne nous reste plus qu'à imaginer quel genre de dégénérescence attend notre chère famille de super-héros. Prenons Elastigirl, à mesure qu'elle va vieillir, son corps va devenir de plus en plus malléable, perdant toute rigidité jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus retrouver sa forme normale. Elle est condamnée à s'affaisser lentement dans une masse informe, incapable de se mouvoir et consciente de son propre effondrement. Pour Bob, notre cher monsieur indestructible, on peut craindre les conséquences de son pouvoir de régénération cellulaire accélérée, parce qu'à terme, cette régénération va échapper à tout contrôle, entraînant une croissance anarchique des muscles et des os jusqu'à ce que le cuir de sa peau explose sous le poids de sa propre force, ne laissant ainsi qu'une masse déformée de chair sanguinolente. Vous voyez venir la suite? Que pourrait-il arriver aux enfants? Pour Violette, sa capacité à devenir invisible pourrait s'expliquer par le fait que son corps se désintègre progressivement dans une autre dimension. Chaque fois qu'elle utilise son pouvoir, elle perd en fait un peu plus de sa matérialité. Ses membres disparaissent lentement de façon permanente. À force d'utiliser son pouvoir, elle cessera d'exister dans notre monde, emprisonnée à jamais dans de multiples dimensions simultanément. Enfin, pour Flèche, son cerveau sera incapable de suivre la rapidité de son corps, ce qui lui créera des crises de panique et des hallucinations de plus en plus fréquentes. Le vieillissement de son système nerveux sera lui aussi accéléré, et Flèche finira par se détruire dans une ultime course incapable de ralentir jusqu'à ce que son corps s'effondre suite à l'arrêt inéluctable de ses fonctions vitales. En voyant les choses comme ça, on comprend que Syndrome était en fait le seul à avoir été clairvoyant. Enfant surdoué, il avait compris que les super-pouvoirs n'étaient pas un don, mais une malédiction génétique orchestrée par le gouvernement. Il a vu ses héros souffrir et défaillir et a voulu en finir avec cette génération de cobayes avant qu'ils ne deviennent des monstres incontrôlables. Mais ses méthodes étant un peu trop extrêmes, il a été présenté au monde comme un fou mégalomane. Je préfère le croire victime d'incompréhension. Pour la dernière théorie flippante, on va partir dans le monde de Nemo. Ce film commence par un drame. Un féroce barracuda attaque une famille de poissons clowns. Il ne laisse en vie que le père, Marin, ainsi qu'un seul de ses œufs qui donnera naissance par la suite à Nemo, le fils unique de Marin donc. Mais imaginez maintenant qu'en réalité, Nemo n'a pas survécu et que le film nous montre en fait les 5 étapes du deuil que Marin doit traverser. La première étape, c'est le déni. Marin essaye de se convaincre que son fils a survécu, il s'imagine donc la vie avec lui comme si tout s'était bien terminé, ça donne le film que vous connaissez. La deuxième étape, c'est la colère. Marin est surprotecteur et il se dispute souvent avec son fils, tout ça dans son imagination bien sûr. La troisième étape, c'est le marchandage. Marin va développer une alternative pour entre guillemets ramener son fils à la vie. Il s'imagine donc l'avoir juste perdu temporairement, c'est le scénario qu'on voit dans le film et il n'a plus qu'à accomplir sa quête avec Dory pour le ramener à ses côtés. La quatrième étape, c'est la dépression. Au fur et à mesure de sa quête imaginaire, Marin réalise qu'il n'y a plus d'espoir de retrouver son fils. On le voit sombrer progressivement dans des abîmes de plus en plus profonds. Enfin, la dernière étape du deuil, c'est l'acceptation. Elle est représentée par la fin du film quand Marin laisse son fils partir seul à l'école, une symbolique forte qui résonne bien avec cette théorie. Et si vous doutez encore par rapport au fait que beaucoup de scènes se passent loin de la vision de Marin et qu'il n'a donc pas pu y assister, je vous rappelle qu'on est de toute façon dans la tête de Marin. Il peut donc tout se passer, ça ne relèverait que de son imagination. Et le dernier détail clé qui vient sceller cette théorie, c'est tout simplement le nom de Nemo. On peut penser d'abord qu'il s'appelle comme ça en référence au capitaine Nemo, un commandant de sous-marin créé par Jules Verne. Mais il faut aussi savoir qu'en latin, Nemo signifie personne. Ainsi, comme le veut cette théorie, quand Marin s'est imaginé tout ce film accompagné de Nemo, il n'était en réalité accompagné de personne. Et bah c'est bonne ambiance cette vidéo. Je pense que vous n'allez plus voir ces films de la même manière. Mais maintenant, il est temps de vous révéler quelles théories viennent des fans, laquelle j'ai créée et laquelle a été générée par l'IA. Mais avant ça, je compte sur vous pour jouer le jeu. Allez dans l'espace commentaire, là maintenant tout de suite et vous écrivez quels sont vos pronostics. Je vous mets les 4 théories affichées à l'écran et vous écrivez en commentaire selon vous lesquelles viennent des fans, laquelle est de moi et laquelle a été faite par IA. J'espère surtout que vous allez réussir à cramer celle de l'IA parce que sinon c'est vraiment flippant en fait. Bon, normalement vous avez eu le temps de poster votre commentaire, voici donc les auteurs de chacune de ces théories. Celle sur Toy Story provient des fans et c'est également le cas de celle sur le monde de Nemo. Des théories ma foi plutôt intéressantes. Maintenant la théorie sur les indestructibles c'était celle qui était générée par l'IA. J'espère que vous l'aviez détectée, elle part assez loin quand même. Et donc la théorie sur Ratatouille était de mon cru. Je vous avoue que c'était pas évident d'inventer une théorie qui tienne à peu près la route comme ça. J'imagine qu'il y a plein de trucs qui vont pas dans cette théorie mais voilà, je trouvais l'idée assez amuisante. J'espère que ce format Halloweenesque vous a plu, vous me direz en commentaire si c'est à refaire ou pas. Dans tous les cas,
si vous aimez l'animation, vous êtes au bon endroit, vous pouvez vous abonner à cette chaîne et me suivre sur mes réseaux. Je vous recommande cette vidéo si vous voulez me voir parler d'un film Pixar plus sérieusement, sans faire des théories alambiquées. Sinon on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Sio, ciao, à la prochaine.